Et voici le titre de ce journal de l'Afrique. En République démocratique du Congo, 2 semaines après la défaite du M23, leur chef militaire serait sous protection à Kampala. Quant aux réfugiés qui avaient fui les combats, ceux qui sont installés au Rwanda craignent de revenir en RDC. Reportage à Ngechewe au Cameroun, c'est là que le prêtre français Georges Vandenbusch a été enlevé la semaine dernière. Sous le choc, ses paroissiens attendent désespérément de ses nouvelles. Soirée de football en France, mais aussi en Afrique, avec ces matchs coup près pour la qualification mondiale. Le Ghana s'est qualifié malgré sa défaite contre l'Égypte. Et puis l'Algérie vient d'obtenir son ticket pour le Brésil face au Burkina Faso. Alors que les discussions de Kampala sont au point mort, 2 semaines après la défaite de la rébellion du M23, on apprend que le chef militaire de la rébellion serait en Ouganda. C'est une rumeur qui circule depuis plusieurs semaines, mais cette fois c'est une source au sein des renseignements ougandais qui l'affirme. Sultani Makenga, qui est recherché par la RDC et qui fait l'objet de sanctions américaines et onusiennes, serait sous la protection de l'armée ougandaise. Pour des raisons de sécurité, sa position n'est pas rendue publique. Ce qui est officiel en revanche, c'est la présence en Ouganda de plus de 1000 autres combattants de ce groupe armé. Il y a donc le sort des combattants, mais il y a également la question des réfugiés. Ils sont des dizaines de milliers à avoir fui les combats, installés dans des camps au Congo, mais aussi au Rwanda voisin. Là, ce sont essentiellement des populations congolaises, mais rwandophones, des Tutsis pour la plupart, qui ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, dans le nord du Rwanda. Pour l'instant, ils n'ont aucune intention de rentrer chez eux au Congo. Ils se sentent toujours menacés. Reportage dans le camp de Nkamina. C'est la surpopulation à Nkamira. Situé au nord-ouest du Rwanda, à 25 km de la frontière congolaise, ce centre de transit héberge plus de 9000 réfugiés, alors qu'il ne peut en accueillir que 2500. Entassés sous des tentes du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, ils sont en majorité congolais. Ils ont fui les violences du Nord Kivu entre les soldats du gouvernement et les troupes rebelles. Malgré la reddition de la rébellion M23, les réfugiés ont peur de rentrer chez eux. Je ne peux pas retourner chez moi. Quand j'ai ma famille au téléphone là-bas, elle me dit qu'un tel a été enlevé, un autre on lui a confisqué ses vaches ou l'un a reçu un coup de machette. Vous comprendrez alors que je ne peux pas quitter ce camp. Ici, 90% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Les maris sont morts au combat. C'est le cas de Vestine qui vit seule avec ses 3 garçons. Son mari a été tué par des hommes du FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Elle-même a reçu un coup de machette au cou. Au camp, elle est soignée et elle n'envisage pas de retourner chez elle. Si les FDLR étaient chassés, alors je pourrais rentrer. Mais malgré tout, je ne sais pas comment je ferai pour vivre. J'ai les séquelles de la guerre, je ne sais rien faire et je suis sous traitement. Les réfugiés congolais ne sont pas rassurés malgré les récents accords de paix et ils affluent tous les jours au centre de Nkamira. Débordées, les autorités rwandaises avec les ONG envisagent la création d'un nouveau camp dans le sud. Les premiers transferts devraient s'effectuer début décembre. De nouvelles attaques des Shebabs en Somalie. Au moins 28 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée contre un poste de police dans la localité de Beledweyne, proche de la frontière avec l'Éthiopie. Explosion suivie d'un assaut mené par un commando de combattants islamistes. Parmi les victimes, des soldats et des civils. Les insurgés Shebabs ont revendiqué l'attaque. Cela fait 6 jours maintenant qu'un prêtre français a été enlevé dans l'extrême nord du Cameroun. Georges Vandenbusch se trouverait au Nigeria aux mains de Boko Haram ou d'Ansarou, le groupe qui détenait Francis Collomb, l'ex-otage qui a réussi à prendre la fuite et est rentré en France hier. Dans le presbytère au Cameroun, le presbytère du père Georges, c'est la tristesse, la peur et l'attente. Julia Siger. Ses effets personnels sont restés intacts. Le modeste appartement du prêtre Georges Vandenbusch porte encore les traces du passage de ses ravisseurs. 6 jours après son enlèvement, ses paroissiens sont encore bouleversés. Ils décrivent un prêtre au service de la communauté. On a pleuré. C'est lui qui nous paie la scolarité, il nous donne les livres, tout. Et pour nous, on prie pour lui. Parce qu'ils aimaient beaucoup les enfants. Il amène les enfants à l'école, il paye les scolarités des filles à l'école. Depuis son enlèvement, la sécurité a été renforcée dans le village et ses alentours. Mais aujourd'hui, les prêtres de la paroisse de Ngechewe craignent d'être la cible d'actions similaires.
Sans nouvelles de leurs confrères, ils tentent de garder espoir. Nous sommes absolument confiants que le Père il va nous revenir et qu'il sera bientôt à nouveau parmi nous. Pour le moment, notre inquiétude, c'est son bien-être. Dimanche dernier, quelques 2000 personnes ont assisté à une messe donnée en son honneur. Ils se sont réunis pour prier, en espérant de le revoir sain et sauf au plus vite. Au Mali, c'était une journée importante pour la justice. C'est aujourd'hui qu'était convoqué devant les juges le général Sanogo, l'ex-chef de la junte, celui qui avait renversé l'ex-président Amadou Toumani Touré en 2012, précipitant le pays dans la plus grave crise de son histoire. On va retrouver tout de suite en direct de Bamako notre correspondant Serge Daniel. Serge, finalement, le général Sanogo ne s'est pas présenté. Pour quelle raison ? Alors, il ne s'est pas présenté à 9h temps universel. Aujourd'hui, on l'attendait dans un endroit pour l'écouter. Il ne s'est pas présenté. À midi, il ne s'est pas présenté. 14h temps universel, il ne s'est pas présenté. Officiellement, on parle ici de procédure, on parle de mesures de sécurité. On l'attendait, par exemple, au palais, dans un palais de justice, ou du moins c'est chez un juge, alors qu'il y avait des dizaines et des dizaines de journalistes. On lui a proposé de venir ailleurs. Il ne s'est pas présenté. Officiellement, on parle de procédure, des raisons de procédure, et que en principe, demain, plutôt, il va finalement se présenter devant la justice qui veut l'entendre. Le juge d'instruction s'appelle ici M. Yaya Karambé. Il veut l'entendre et il tient coûte que coûte à l'entendre. Donc il tient à l'entendre, ce juge, mais pour quel fait exactement est-il convoqué devant la justice ? Alors Pauline, vous savez, nous sommes le 22 mars 2012 à coup d'État. Le général Sanogo prend la tête du putsch, il est à la tête des putschistes, mais quelques jours après, quelques semaines après, exactement le 30 avril, il y a une tentative de contre-coup d'État. Des militaires ont été arrêtés, des gens ont été torturés à l'électricité, des militaires ont été tués, disons-le, d'autres sont disparus. Et aujourd'hui, en fait, ce que la justice malienne veut faire, c'est que la justice malienne veut entendre le général Amadou Sanogo, le bombardé général Amadou Sanogo, sur ses exécutions, sur ses cas de torture, sur ses cas d'arrestation, parce qu'entre-temps, des militaires maliens ont été arrêtés et ils ont chargé, ils ont accablé le général Amadou Sanogo. Donc demain, en principe, cette fois-ci, il doit être entendu et la justice ici dit « Nous sommes décidés à l'entendre parce que nul n'est au-dessus de la loi ». Et on suivra ça avec vous, Serge Daniel, à Bamako. Au Niger, à présent, des centaines de collégiens et de lycéens sont descendus dans les rues de la capitale, Niamey, hier, mais aussi aujourd'hui. Ils ont violemment manifesté pour réclamer de meilleures conditions d'études. Ils ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Des pneus également ont été incendiés à travers la ville. En Afrique du Sud, une personne est morte et 26 autres ont été secourus après l'effondrement du toit d'un centre commercial en construction. Ça s'est passé près d'Urban. Les secours tentaient d'extraire des décombres plusieurs dizaines de personnes qui seraient toujours coincées. Allez, place au football à présent, des matchs coup près, il y en avait plusieurs. Aujourd'hui, match de barrage pour retour pour la qualification au Mondial 2014. Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun déjà qualifiés à cette liste. S'ajoute ce soir l'Algérie qui a battu le Burkina Faso 1-0. Et puis plus tôt dans la journée, le Ghana a obtenu lui aussi son ticket pour le Brésil malgré une défaite face à l'Égypte 2-1. Mais pour le Ghana, c'était gagné d'avance. Comme on dit, les Ghanéens avaient infligé à l'aller un cinglant 6-1 au Pharaon, ex-champion d'Afrique. Une claque qui s'explique par la crise que traverse le monde du football égyptien depuis la Révolution. Violence dans les stades, pas de championnat depuis des mois. Ce sport, si populaire en Égypte, est au bord de l'asphyxie. Reportage de Pierrick Laurent et Catherine Stepley. Jour d'entraînement pour l'équipe de Zamalek, l'un des deux grands clubs du Caire. S'entraîner, c'est d'ailleurs l'unique activité de ces joueurs depuis plusieurs mois. Pas de championnat et les rares compétitions organisées se jouent à huis clos. D'un point de vue technique, le niveau des joueurs est très bas aujourd'hui. Il n'y a pas de championnat, pas de coupe. La vie s'est arrêtée. Le football s'est arrêté en Égypte. C'est vraiment déprimant d'être resté 2 ans sans jouer aucune compétition. Parfois, on n'a même pas été payé pendant 6 mois. Et l'équipe de Zamalek est loin d'être un cas isolé. Les finances de nombreux clubs égyptiens sont dans le rouge. Car sans match, pas de revenus publicitaires, pas de sponsors. De nombreux footballeurs égyptiens
ont donc tout simplement décidé de plier bagages. Beaucoup de joueurs sont partis. Certains sont allés dans d'autres pays arabes, certains en Irak, certains sont allés en Europe. Entre 15 et 20 joueurs ont quitté le pays. Ces supporters de Zamalek n'attendent qu'une chose, la reprise du championnat. Mais la question de la sécurité dans les stades se pose toujours 1 an et demi après la tragédie de Port Saïd, où plus de 70 personnes avaient été tuées. Aujourd'hui, les supporters se disent prêts à assurer eux-mêmes la sécurité. Ce serait possible parce que les supporters de Zamalek sont très bien organisés. C'est comme ça qu'on pourrait le faire. Mais les autorités vont peut-être refuser parce qu'ils ont peur que de nouvelles violences éclatent dans les gradins. Au sein de la fédération, certains responsables restent optimistes et envisagent désormais une reprise du championnat fin novembre. Le Nigeria, mastodonte politique et économique du continent africain, est aussi l'un des plus dynamiques d'un point de vue artistique. Adeola Balogun est l'un des plasticiens les plus en vue du pays. Sa matière de prédilection, les déchets. Sa profession, sculpteur sur pneus. Son portrait est signé Damien Coquet. Dans son atelier de Lagos, Adeola Balogun transforme les déchets en œuvres d'art. Cet artiste nigérian ne sculpte pas le bois ou la pierre, sa matière favorite, les pneus. Depuis 5 ans, c'est devenu son obsession. Il les découpe, les peint, les transforme. Une idée qui lui est venue par hasard. Un jour, j'ai acheté des pneus neufs. Ceux de ma voiture étaient complètement usés. Pour m'en débarrasser, j'ai trouvé une décharge. Sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes de pneus abandonnés. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose. Aidé par ses assistants, il peut passer des jours à transformer la matière, découper ses pneus en petits morceaux, puis les rassembler pour créer des œuvres surprenantes. Celle-ci ira probablement dans une grande galerie africaine, voire européenne. De par sa nature, le pneu est un matériau non biodégradable. Il ne se détruit pas. Les sculpteurs cherchent toujours une matière qui va pouvoir durer longtemps. Une matière qui dure et qui s'exporte. Adeola Balogun vend désormais ses œuvres à l'étranger. Récemment, l'une d'elles a été adjugée à 13 000 $. Le vieux pneu usé de la décharge de Lagos trône désormais dans une galerie de Washington. Et voilà pour le journal de l'Afrique, Raphaël. Merci Pauline. Et sachez qu'entre-temps, la Grèce s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de football au Brésil en gagnant 4-2 face à la Roumanie. On attend maintenant évidemment que l'équipe de France fasse de même. Les Bleus qui mènent, je vous le rappelle, 2-0 au match retour qui se déroule actuellement au Stade de France à Paris. Voilà, restez avec nous. On en reparlera dans la prochaine heure de Paris Direct. Ce sera juste après la météo. Le Chris qui va me succéder dans un instant. Très bonne soirée.